C'est l'été, pour certains ce sont les vacances, la plage, le soleil, les fruits sur les arbres et la mer douce et tiède. Ah, si seulement nous pouvions vivre comme des enfants, nus et innocents comme au premier jour, loin de la civilisation qui corrompt, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Eh bien justement, c'est l'hypothèse que William Golding en 1954 a décidé d'explorer dans son chef-d'œuvre Sa Majesté des Mouches. Et nous verrons comme ses conclusions sont bien différentes de celles du grand Jean-Jacques, des conclusions sombres et empreintes de son époque et du cauchemar de la Deuxième Guerre mondiale. Un message que nous irons chercher au fond de la marmite alchimique de William Golding, de l'eau le style qui s'écoule, la terre le milieu où le roman prend racine, l'air la fiction qui nous élève et le feu le message qui brûle derrière les mots. William Golding reçut le prix Nobel de littérature en 1983, autant dire que si vous emportez son roman dans votre sac de plage, vous ne bronzerez pas idiot. Et pour commencer, comme à notre habitude, survolons ensemble l'intrigue de Sa Majesté des Mouches en 1 minute chrono. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas vraiment comment, un groupe d'enfants se retrouve abandonné sur une île déserte, les pauvres allez-vous penser, mais pas du tout. L'île est paradisiaque, la nourriture y abonde, et pour être heureux, il suffit d'y vivre comme des enfants, de jouer paisiblement et de se baigner dans la mer. Mais rapidement, les choses se dégradent. Deux chefs s'affrontent, d'un côté Ralph, un gars respectable, avec son alter ego Porcinet, un petit gros intelligent et raisonnable, et de l'autre côté, Jack et sa bande, un gosse impulsif et violent. Et la crainte qu'un monstre se cacherait dans la jungle finit de scinder les enfants en deux clans, les chasseurs contre les pacifiques. Et ce qui devait être un rêve d'enfant tourne rapidement au cauchemar. Confondu avec le monstre, le petit Simon est tué par ses camarades. Les camps se radicalisent et la guerre devient ouverte, puis c'est au tour de Porcinet précipité d'une falaise. L'aventure se termine juste avant le massacre général par l'arrivée des adultes qui siffleront la fin de la récré sous la forme d'un officier de la marine anglaise et de son bateau providentiel. Oula, tout ça n'est pas très gai et on se demande si ce cauchemar s'est vraiment déroulé. Est-ce que de pauvres gosses se sont vraiment un jour retrouvés ainsi abandonnés sur une île déserte ? En fait, on comprend rapidement que non. Cette histoire n'est absolument pas tirée de faits réels. Golding aurait pu rechercher une anecdote historique sur laquelle appuyer son récit. Une vraie catastrophe quand il en a existé des dizaines. Mais non, il choisit au contraire de nous présenter un cas à la limite de l'abstraction, une situation simplifiée à l'extrême. En fait, Golding ne fait aucun effort pour nous faire croire à son histoire. Ce qu'il veut clairement, c'est un cas d'école, comme une expérience de laboratoire. Pourquoi ces enfants se retrouvent sur cette île, on ne le saura jamais. Golding parle vaguement d'un accident d'avion, mais on n'en saura pas plus. Il ne reste absolument rien de la vie antérieure de ces enfants, pas d'épave de l'avion, aucun équipement, pas une valise, pas un outil, il n'y a aucun cadavre et même pas un enfant blessé. Les survivants de la catastrophe sont tous indemnes, il n'y a pas de filles non plus, que des garçons dans une tranche d'âge assez resserrée, entre 6 et 12 ans. Il n'y a pas non plus de réels dangers extérieurs, pas de bêtes sauvages à part des porcs qu'il faut tuer pour manger. Il y a de l'eau à profusion, des fruits sur les arbres et aucune maladie ni aucune intempérie à craindre. Même la narration est simplifiée à l'extrême, avec une fin en Deus ex machina, le capitaine anglais débarque de nulle part et il sauve les enfants. C'est bon, il n'y a plus rien à dire, rideau. Alors quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien d'abord, c'est un roman d'aventure, mais une aventure d'enfant. Une histoire de Robinson que chacun de nous s'est forcément raconté avec des jouets sur le tapis de sa chambre, ou alors sur la plage derrière les remparts d'un château de sable. Sur une île paradisiaque, des enfants sans parents, sans aucun adulte, sont libres de jouer toute la journée, libres de chasser les cochons ou de se faire peur avec un monstre mystérieux. Et comme dans toutes les histoires pour enfants, on y trouve des personnages qui sont des archétypes. C'est un grand classique de ce genre de littérature. Ralph d'abord, c'est le gars bien, le gosse normal comme vous et moi, un enfant raisonnable et bien élevé, mais pas trop. Il est le chef de toute la bande parce qu'il est sérieux juste comme il faut. C'est le personnage principal, on s'identifie à lui naturellement. Son bras droit, c'est Porcinet, le petit gros intello à lunettes. Cherchez dans vos livres d'enfants, il y en a toujours un. Le gosse dont tout le monde se moque, mais qui est à l'origine des bonnes idées. Le premier de la classe. Et puis, il y a les méchants, avec Jack à leur tête. Le rouquin habillé en noir. Un bagarreur impulsif qui tient toujours la solution la plus simple à tous les problèmes, la castagne. Et enfin, Simon, le solitaire, le rêveur un peu poète, un peu fragile, le seul sage de toute la troupe. On aurait pu en faire une BD, un livre de scout épatant. Mais au-delà de la simple aventure, on comprend rapidement que Sa Majesté des Mouches est surtout un roman d'apprentissage, c'est-à-dire un roman qui montre comment des enfants peuvent devenir des adultes.
Alors au départ, c'est l'insouciance, c'est l'innocence même. Les enfants sont tous amis, ils jouent et Ralph est leur chef comme on est un chef de bande, un chef pour rire. Les enfants sont des enfants et ils mangent des fruits parce que personne n'ose tuer un cochon. Et puis un jour, ils se mettent à avoir peur du monstre, un monstre imaginaire. Ils ont perdu de leur insouciance et ils ont besoin d'un chef, mais cette fois-ci d'un vrai chef. Un chef qui va décider pour eux et surtout qui va les rassurer. Leur groupe se coupe en deux, le camp de la raison autour de Ralph et Porcinet, et le camp de la force et des solutions péremptoires autour de Jack et ses chasseurs. Le camp de Ralph est moins marrant, avec ses lois et ses obligations, et peu à peu ses rangs se dégonflent au profit de ceux qui tuent les cochons et se font des peintures de guerre. Alors le temps passe, et même Ralph et Porcinet finissent par abandonner leurs convictions et rejoindre les autres parce que, je cite, « ils trouvent du réconfort dans la compagnie de leurs semblables, même dans la violence, même dans la sauvagerie ». Jusque-là, le choix ressemblait à celui du bien contre le mal, ceux qui ont raison contre ceux qui ont tort, et brusquement, tout devient compliqué. Parce que Simon est tué, à moitié par erreur, à cause de la peur, on l'a confondu avec le monstre, tous les enfants sont coupables, même Ralph, plus personne n'est innocent. Alors, c'est à ce moment-là qu'on pose le livre et qu'on se demande vraiment ce qu'on est en train de lire. Assurément non, ce n'est pas un livre d'aventure pour Boy Scout. Et l'on se demande même si c'est bien un roman d'apprentissage. Parce que devenir adulte, on est d'accord, ce n'est pas ça. Ce n'est pas retourner à l'état sauvage et se mettre à se massacrer les uns les autres sans autre raison que d'avoir peur d'un monstre qui n'existe pas. Sa Majesté des Mouches n'est donc ni un roman d'aventure, ni un roman d'apprentissage. Sa Majesté des Mouches, en vérité, c'est une sorte d'expérience psychologique grandeur nature. Prenez des êtres humains vierges de toute histoire, donc des enfants, et laissez-les s'organiser librement, en vase clos, sans aucune intervention extérieure. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne cette leçon magistrale sur les sources et les instruments du pouvoir. D'abord, premier enseignement, dans toute société humaine, le pouvoir est inévitable. Il s'impose ici dès le premier chapitre. Et le premier personnage du roman, Ralph, devient naturellement le chef de tous les enfants. Il est chef simplement parce qu'il est le premier, le fondateur, celui qui a rassemblé les autres en soufflant dans un coquillage qui deviendra d'ailleurs le symbole de son pouvoir. Parce que, deuxième enseignement, le pouvoir a besoin de symboles. Ralph a besoin d'un coquillage, comme d'autres d'un sceptre ou d'une couronne. Ralph le dit lui-même, en tant que chef, il sentait le besoin de se raccrocher au rite. Mais les affûtios, ce n'est pas suffisant. Et quand vient le moment d'agir et de se retrousser les manches, par exemple, pour construire un camp, le chef découvre comme il est difficile de passer à l'action. Nous faisons des tas de meetings, tout le monde aime se retrouver, parler ensemble, on prend des décisions, mais ça s'arrête là. Alors il s'égosille, et comme il ne parvient pas à convaincre, il se laisse tenter par la voie de l'autorité, tellement plus simple. Vous m'avez élu comme chef, dit-il, vous n'avez qu'à obéir. Et alors que le pouvoir de Ralph s'affaiblit, Jack, de son côté, comprend qu'il existe une autre façon de gouverner, par la peur d'un ennemi qui n'existe même pas mais qui anesthésie les consciences, la peur qui permet de s'affranchir des lois et de la raison. La barbe pour le règlement, s'écrie Jack, nous sommes forts, nous chassons, s'il y a une bête, on la traquera. Et peu à peu, la peur et la violence transforment les enfants en véritables sauvages. À la fin du roman, on ne les désigne même plus par leur nom, sous leur peinture de guerre, on ne reconnaît plus personne. Et c'est ainsi qu'à travers son cas d'école de l'île déserte, Golding analyse fort finement les mécanismes du pouvoir qui, à son époque, ont mené les hommes à la catastrophe mondiale. Il montre l'ascension du dictateur Jack par la peur et la violence, mais mieux encore, il montre la faiblesse du pouvoir de Ralph qui finira par succomber à sa propre peur et sa propre violence. Car ça y est, nous y voilà, voilà le véritable message de Sa Majesté des Mouches. Même Ralph finira par succomber à la peur, même Ralph et même le petit gros Porcinet participeront tous deux au meurtre du pauvre Simon. Simon, c'est le sage, celui qui va voir de ses propres yeux à quoi ressemble le monstre dont tout le monde a si peur, et c'est celui qui découvre la vérité, et c'est en allant révéler cette vérité aux autres qu'il sera tué, confondu avec le monstre qu'il était sur le point de démasquer. Il y a quelque chose de christique dans ce personnage, parce que c'est en se sacrifiant qu'il va faire comprendre aux autres le véritable message, le mal existe en chacun de nous. J'ai peur, dira Ralph, j'ai peur de nous, car il a enfin compris qu'il a en lui la même noirceur que Jack, une violence sauvage qui n'attend que la peur pour effacer les règles et les rites de la civilisation et nous transformer tous en bêtes sanglantes. Un message bien sombre, me direz-vous. Eh bien pas du tout. Bien au contraire, car William Golding, avec Sa Majesté des Mouches, est une espèce d'anti-Jean-Jacques Rousseau. Le grand truc de Jean-Jacques Rousseau, c'était de nous enseigner que l'homme était naturellement sage et bon et que la civilisation l'avait corrompu. D'où la philosophie du bon sauvage et du retour à la nature. William Golding nous montre tout le contraire.
Il choisit les êtres les plus innocents qui soient, des enfants de 6 à 12 ans, et il les abandonne dans la nature. Mieux, il les abandonne sur un paradis terrestre. Et en quelques semaines, ils deviennent des sauvages, ils deviennent des monstres violents et sanguinaires. À la suite des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, des psychologues se sont penchés sur cette question et ont montré par des expériences universitaires de psychologie que la violence et le mal sont en chacun de nous et qu'il ne faut pas grand-chose pour les voir remonter à la surface. Bref, en vérité, le message de Golding est donc très positif. La civilisation est une bonne chose. C'est ce qu'ont trouvé les hommes pour lutter ensemble contre nos pulsions sauvages et la violence intrinsèque à notre espèce. Ce sont des règles issues de l'expérience accumulée par nos ancêtres au fil des siècles. Elles ne sont pas parfaites, loin de là, mais elles s'améliorent en permanence. Enlevez-les et il ne restera rien d'autre que la peur et la violence des enfants de Golding. Un message salvateur, donc, qui vaut bien un prix Nobel. Et voilà, ça y est, c'est les vacances, et ainsi se termine la saison 3 de l'alchimie d'un roman. Après une pause bien méritée, je vous retrouverai en septembre. Je profiterai d'ailleurs de mes vacances pour attaquer les romans les plus longs que vous me réclamez et que je n'avais pas trouvé le temps de lire. Alors pour passer ce long mois d'août, je vous propose de revoir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous au passage en cliquant sur j'aime pour être prévenu automatiquement du redémarrage de ma saison 4 en septembre. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou alors lire mes articles plus longs sur mon blog. En attendant, bonnes vacances et bonne lecture, à très bientôt.